Nouvelle de dernière heure en provenance d'Ottawa. Écoutez bien. Ce dont je suis témoin en tant qu'avocat constitutionnel et analyste de politique publique depuis des décennies n'est rien de moins qu'un bouleversement économique complet en Amérique du Nord. Pendant que l'ancien dirigeant de mon parti utilisait les tarifs douaniers comme moyen de pression pour amener le Canada à la table des négociations, le premier ministre canadien Mark Carney vient de dévoiler une contre-stratégie de 500 milliards de dollars qui a laissé les analystes commerciaux de Washington complètement stupéfaits. Et voici le plus surprenant. Au lieu de chercher des exemptions préférentielles, le Canada construit une base économique entièrement nouvelle qui ne dépend plus uniquement de l'accès au marché américain. Dans les 16 prochaines minutes, je vais vous expliquer exactement comment le Canada a transformé une situation commerciale difficile en opportunité économique, pourquoi ce plan d'investissement de 500 milliards de dollars attire déjà des capitaux mondiaux d'Asie et d'Europe, et ce que cela signifie pour les travailleurs américains à qui on avait promis une meilleure protection commerciale. La question que tout le monde se pose à Washington, cette stratégie tarifaire a-t-elle poussé le Canada vers une diversification économique permanente? Plongeons dans les données. Permettez-moi de poser le décor avec les faits. En tant que personne ayant plaidé des causes au plus haut niveau, je crois fermement en l'analyse fondée sur les preuves. Le 1er février 2025, le président Trump a signé des décrets imposant des tarifs de 25% sur presque tous les produits canadiens, représentant l'action commerciale la plus importante contre le plus grand partenaire commercial de l'Amérique de l'histoire moderne. Les exportations d'énergie ont reçu un taux tarifaire plus bas de 10%, mais l'ampleur était sans précédent. Les objectifs déclarés incluaient faire pression sur le Canada concernant les questions de balance commerciale, la coopération en matière de sécurité frontalière et les engagements de dépenses de défense. Le 4 mars, ces tarifs étaient pleinement mis en œuvre. L'acier canadien, l'aluminium, les automobiles, le bois d'œuvre et les produits manufacturés faisaient tous face à de nouveaux coûts substantiels à la frontière. Les projections économiques initiales étaient sérieuses. 50 milliards de dollars de pertes potentielles d'exportation canadienne annuellement, une possible contraction du PIB de 2,1% et des risques importants pour l'emploi manufacturier. Les analystes commerciaux s'attendaient à ce que le Canada revienne rapidement aux négociations, cherchant des accords d'exemption globaux similaires aux différents commerciaux précédents. Mais c'est là que la situation a pris un tournant inattendu. Et c'est ici que ma formation juridique en théorie des jeux et en analyse stratégique devient pertinente. Au lieu d'adopter une posture défensive, le Canada a complètement changé de stratégie. En avril 2025, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et chef de la Banque du Canada, Mark Carney, a remporté une victoire électorale en faisant campagne sur l'indépendance économique et la diversification stratégique. Le 5 novembre, seulement 8 mois après son élection comme Premier ministre, Carney a publié le budget 2025 et celui-ci ne visait pas à restaurer le statu quo précédent. C'était un plan complet de transformation économique à long terme. La pièce maîtresse, un plan de mobilisation d'investissement privé de 500 milliards de dollars sur 5 ans, soutenu par 78,3 milliards de dollars de dépenses stratégiques fédérales, représentant une augmentation de 116% par rapport à l'exercice précédent. Mais ce n'était pas une expansion déficitaire non planifiée. C'était le Canada, prenant une décision calculée, qu'il pourrait catalyser un demi-billion de dollars de capitaux privés, en réduisant systématiquement sa dépendance au marché américain d'environ 75% des exportations à moins de 60% en une décennie. Et voici ce qui rend cela particulièrement significatif d'un point de vue politique stratégique. À la mi-mars, l'administration Trump avait accordé des exemptions ALENA et UM, couvrant environ 85% du commerce Canada-États-Unis, après que le Canada ait mis en œuvre des mesures de sécurité frontalière renforcées qui ont satisfait les préoccupations de la Maison-Blanche. Mais Carney n'a pas inversé sa stratégie de pivot économique. Il l'a accélérée, car son gouvernement a déterminé qu'il ne s'agissait pas seulement de gérer les impacts tarifaires immédiats. Il s'agissait de s'assurer que le Canada ne serait plus jamais confronté à une vulnérabilité économique due à une dépendance commerciale concentrée sur un seul partenaire, quelle que soit la relation politique. Alors, comment fonctionne exactement la stratégie de 500 milliards de dollars de Carney? Laissez-moi décomposer les mécanismes économiques, car cela représente une conception de politique budgétaire sophistiquée, le genre de réflexion stratégique que, franchement, j'aimerais voir davantage à Washington.
D'abord, comprenez que le chiffre de 500 milliards de dollars n'est pas une dépense gouvernementale directe. C'est un investissement du secteur privé que la politique fédérale est conçue pour catalyser grâce à des incitatifs stratégiques et à la réduction des risques. L'engagement fédéral réel totalise environ 150 milliards de dollars en crédit d'impôt, garantie de prêts, rationalisation réglementaire et subventions ciblées sur 5 ans. Voyez cela comme suit. Pour chaque dollar que le gouvernement canadien alloue, la modélisation économique prévoit que les investisseurs privés, tant nationaux qu'internationaux, contribueront environ 3 dollars supplémentaires. Les secteurs prioritaires incluent les infrastructures critiques, les systèmes d'énergie propre, la fabrication avancée, le développement technologique et l'extraction de minéraux critiques. Voici les mécanismes politiques spécifiques qui stimulent cette mobilisation d'investissement. Le Canada a introduit des déductions pour amortissement accéléré, permettant aux entreprises de déduire jusqu'à 100% des investissements en capital admissibles dans la fabrication et la technologie propre dès la première année fiscale. Ils ont établi un nouveau fonds de croissance du Canada avec 25 milliards de dollars en capitalisation initiale, ciblant spécifiquement la commercialisation des technologies propres et le développement des minéraux critiques. Ce sont les matières premières essentielles pour la production de batteries, la fabrication de semi-conducteurs et les systèmes d'énergie renouvelable. Ils ont lancé ce que les officiels appellent le Bureau des grands projets, une autorité d'approbation réglementaire centralisée conçue pour rationaliser les projets d'infrastructure qui nécessiteraient typiquement 5 à 7 ans d'examen environnemental et réglementaire, les ramenant à 18-24 mois grâce à une coopération fédérale-provinciale coordonnée. Mais voici l'élément stratégiquement sophistiqué, et c'est là que je vois l'expérience de Carney en tant que banquier central transparaître. Il a connecté tous ses incitatifs à l'investissement à un cadre d'approvisionnement bicanadien. Toute entreprise cherchant à accéder à ces crédits d'impôt et subventions doit s'engager à s'approvisionner à au moins 60% auprès de fournisseurs canadiens ou de partenaires commerciaux alliés, explicitement structurés, pour réduire la dépendance systématique aux chaînes d'approvisionnement américaines, là où des alternatives viables existent. C'est du nationalisme économique mis en œuvre à travers des cadres de partenariats multilatéraux, plutôt que par l'isolement. Abordons maintenant les dépenses de défense, car c'était un autre point de pression significatif dans les relations États-Unis-Canada, et honnêtement une critique justifiée. Le Canada avait historiquement sous-financé ses engagements envers l'OTAN, maintenant des dépenses de défense autour de 1,4% du PIB, alors que l'objectif de l'Alliance est de 2%. Le budget de Carney alloue 81,8 milliards de dollars sur 5 ans pour la modernisation militaire, une trajectoire de dépenses qui amène le Canada à 1,9% du PIB d'ici 2027 et atteint l'objectif complet de 2% de l'OTAN d'ici 2028. Point crucial. Il ne s'agit pas simplement d'acheter de l'équipement auprès de fournisseurs étrangers. Une portion substantielle se concentre sur la construction de capacités de fabrication de défense nationale avec des projections indiquant 40 000 nouveaux emplois qualifiés dans l'ingénierie aérospatiale, la construction navale, les systèmes de cybersécurité et l'électronique de défense. Le volet diversification commerciale est tout aussi complet. Carney a annoncé une vision commerciale et d'investissement de 500 milliards de dollars spécifiquement avec les pays de la NAS. C'est l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, représentant 700 millions de consommateurs et un PIB combiné dépassant 3,6 billions de dollars. Le Canada négocie activement des accords de libre-échange complets avec l'Inde, priorise l'expansion des volumes commerciaux avec l'Union européenne dans le cadre de leur accord ASCG existant, et explore une intégration économique plus profonde avec le Japon, la Corée du Sud et d'autres partenaires indo-pacifiques. Comparez cette approche à la renégociation originale de l'ALENA en 2018. Durant cette période, le Canada opérait à partir d'une position défensive, travaillant à préserver l'accès aux marchés existants sous pression. L'administration Trump a exploité cette dépendance pour extraire des concessions sur l'accès au marché laitier, les protections de propriété intellectuelle et les mécanismes de règlement des différends. Mais cette fois, le Canada a analysé le défi tarifaire et fait un calcul différent. Si l'accès commercial peut être utilisé comme arme indépendamment des engagements de traité, nous avons besoin d'alternatives structurelles. Et voici le parallèle historique qui devrait préoccuper les stratèges commerciaux. Et j'ai suffisamment étudié l'histoire pour reconnaître ces schémas.
Cela ressemble à ce qui s'est passé après la loi tarifaire Smoot-Hawley de 1930, lorsque l'Amérique a substantiellement augmenté les tarifs pour protéger les industries nationales pendant l'incertitude économique. Les partenaires commerciaux n'ont pas seulement imposé des mesures de rétorsion. Ils ont systématiquement construit des réseaux commerciaux entièrement nouveaux qui contournèrent les États-Unis. Les volumes commerciaux mondiaux se sont contractés de 66% en 4 ans et les industries d'exportation américaines se sont effondrées. Les États-Unis ont perdu leur position de centre incontesté du commerce mondial pendant plusieurs décennies. Carney calcule que des dynamiques similaires émergent aujourd'hui. Et les données économiques préliminaires suggèrent que cette évaluation pourrait avoir du mérite. Laissez-moi détailler qui connaît des gains et des pertes dans cette réalité économique changeante, car les conséquences sont déjà mesurables dans plusieurs secteurs. Et en tant que personnes qui croient en la responsabilité, nous devons examiner les impacts dans le monde réel. Pour les travailleurs et entreprises canadiens, la perturbation initiale des tarifs a évolué en ce que les économistes décrivent comme un dividende de résilience, créant des opportunités inattendues. Prenons l'industrie de l'acier comme exemple concret. Les tarifs américains sur l'acier canadien ont atteint 50% en juin 2025, avant de s'établir à 25% dans le cadre d'exemption de l'ALENA et UM. Les aciéries canadiennes ont perdu environ 2,3 milliards de dollars d'exportation au premier trimestre 2025 seulement. Mais la réponse politique de Carney a impliqué l'imposition de contingents tarifaires sur les importations d'acier au Canada, provenant de nations non alliées, et la fourniture de 1,2 milliard de dollars en garantie de prêts fédéral pour aider les entreprises à réoutiller leur production selon les spécifications des marchés asiatiques et européens. Au quatrième trimestre 2025, les exportations d'acier canadien vers l'Union européenne avaient augmenté de 34% d'une année à l'autre, et les expéditions vers le Japon avaient augmenté de 28%. Bien qu'elles sacrifient une partie de leur part de marché américaine, elles ne dépendent plus opérationnellement d'un seul client qui peut imposer des restrictions sans préavis. Pour une entreprise manufacturière de taille moyenne en Ontario, disons un fournisseur de pièces automobiles avec 300 employés, le calcul économique a fondamentalement changé. Avant l'administration Carney, ils envoyaient 85% de leur production aux usines d'assemblage de Détroit et des environs. Maintenant, ils reçoivent des incitatifs gouvernementaux pour se diversifier stratégiquement. Nouveaux crédits d'impôt pour investissement en capital, s'ils construisent une capacité de production pour servir les marchés automobiles asiatiques, préférence d'approvisionnement s'ils fournissent des composants aux projets de véhicules électriques canadiens, et programme d'assurance export pour réduire le risque financier lors de l'exploration de nouveaux clients internationaux. Un représentant d'entreprise a déclaré à Reuters dans une entrevue de novembre: « La situation tarifaire nous a forcés à confronter une vulnérabilité que nous ne voulions pas reconnaître. Nous pensions que l'ALENA et UM nous rendaient sécurisés. Il s'avère que nous étions simplement concentrés sur un seul risque. » Pour les entreprises et travailleurs américains, et c'est là que je dois être clair sur les conséquences, c'est là que les impacts économiques deviennent visibles dans les rapports trimestriels et les données d'emploi. Les États-Unis exportent environ 350 milliards de dollars de marchandises vers le Canada annuellement. C'est notre deuxième plus grand marché d'exportation après le Mexique. Lorsque le Canada a imposé des tarifs de rétorsion sur l'acier, l'aluminium et les produits agricoles américains en mars 2025, les agriculteurs américains du Montana, du Dakota du Nord et du Minnesota ont vu leurs exportations de blé et de soja vers le Canada chuter de 41% d'une année à l'autre au deuxième trimestre. Même après la suppression de ces tarifs de rétorsion en septembre, la part de marché n'est pas revenue au niveau précédent, parce que les acheteurs agricoles canadiens ont établi de nouvelles relations avec des fournisseurs en Australie, au Brésil et en Argentine pendant la période de perturbation. Le secteur de l'énergie illustre des conséquences involontaires similaires. Le Canada est le plus grand fournisseur étranger de pétrole brut aux États-Unis, environ 4,3 millions de barils par jour. Le tarif de 10% sur l'énergie canadienne a ajouté environ 15 $ par baril en coût pour les raffineries du Midwest, qui n'ont pas d'accès par pipeline à la production de schiste domestique. Cela s'est traduit par 0,35 $ supplémentaires par gallon pour les consommateurs du Wisconsin, du Michigan, de l'Ohio et de l'Illinois, tout au long du printemps et de l'été 2025. La réaction politique dans ces États politiquement compétitifs est devenue si intense que la Maison-Blanche a accordé des exemptions relativement rapidement.
Mais l'impact sur la confiance des consommateurs dans la politique commerciale était déjà établi. Pour l'économie nord-américaine dans son ensemble, l'intégration économique qui a pris 3 décennies à construire à travers l'ALENA et l'ALENA EUM connaît discrètement des changements structurels. Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières pour les automobiles, la fabrication aérospatiale et l'électronique ont été conçues en supposant des flux commerciaux relativement fluides. Une seule automobile assemblée au Michigan contient en moyenne 3 400 $ de composants d'origine canadienne. Lorsque ces pièces ont soudainement fait face à des coûts tarifaires de 25%, même temporairement, des constructeurs automobiles comme Ford et General Motors ont dû absorber les coûts supplémentaires pour maintenir la compétitivité des prix contre les importations asiatiques et européennes. L'appel des résultats du deuxième trimestre 2025 de Ford a spécifiquement cité les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées aux tarifs comme responsables de 1,2 milliard de dollars de revenus perdus. Et voici ce qui préoccupe le plus les économistes du commerce international. Les 500 milliards de dollars que Carney mobilise ne remplacent pas seulement temporairement le commerce américain perdu. Ils financent des infrastructures permanentes, expansion portuaire, amélioration du réseau ferroviaire, réseau d'énergie propre, systèmes de télécommunications qui rendront la réorientation commerciale du Canada structurellement permanente. Une fois ces investissements en capital complétés, une fois ces nouvelles relations commerciales opérationnelles avec des contrats à long terme, vous ne pouvez pas simplement inverser cette géographie économique. Alors, que pensent les experts en politique économique et les analystes commerciaux de ce changement stratégique? L'évaluation des économistes et des observateurs des relations internationales a été frappante par sa cohérence. Le Canada a testé l'approche de l'administration et a trouvé une voie alternative viable. Et franchement, c'est exactement ce dont je mets en garde depuis des années. Lawrence Summers, ancien secrétaire au Trésor sous le président Clinton, a écrit dans le Financial Times en novembre 2025 « Le Premier ministre Carney a démontré ce qui se passe lorsqu'une économie sophistiquée avec des institutions solides décide qu'elle n'acceptera pas une position de négociation subordonnée. La mobilisation de 500 milliards de dollars n'est pas seulement impressionnante économiquement, c'est un plan potentiel pour d'autres économies de puissance moyenne qui observent la politique commerciale américaine devenir de plus en plus transactionnelle et moins prévisible. » Trevor Tombe, économiste commercial à l'Université de Calgary qui a publié abondamment sur l'intégration économique nord-américaine, a offert cette analyse. L'administration Trump voulait utiliser les tarifs comme levier de négociation. Au lieu de cela, ils ont fourni au Canada la justification politique pour faire des investissements qui étaient économiquement rationnels, mais politiquement difficiles. Les premiers ministres provinciaux canadiens, initialement sceptiques face aux dépenses déficitaires, ont soutenu le plan une fois que la situation tarifaire a fait de la diversification économique une priorité nationale. C'est une erreur de calcul stratégique de proportions importantes. Et voici où ma propre analyse devient particulièrement pertinente, car j'ai fait cet argument de manière constante tout au long de 2025. La stratégie tarifaire de l'administration souffre d'une incompréhension fondamentale des dynamiques de levier économique. Vous ne maintenez un levier efficace sur un partenaire commercial que s'il ne peut pas développer d'alternatives viables à votre marché. En rendant la dépendance continue du Canada économiquement risquée, la politique a en fait incité le Canada à investir dans la construction de la capacité de diversification permanente. Comme je l'ai écrit plus tôt cette année, cela représente une stratégie de négociation à l'envers. L'administration croit qu'elle démontre la force dans la réalité économique. Elle crée les conditions précises pour l'isolement commercial américain à long terme de ses partenaires les plus fiables. Les conséquences politiques au Canada ont été tout aussi notables. Le taux d'approbation de Carney a atteint 62% en décembre 2025, un chiffre remarquablement élevé pour un premier ministre mettant en œuvre des dépenses déficitaires pendant l'incertitude économique. L'explication ? Les électeurs canadiens de tout l'échiquier politique croient qu'il défend les intérêts économiques nationaux plutôt que d'accepter une position subordonnée dans la relation bilatérale. C'est un récit politique puissant, et il résonne au-delà des circonscriptions traditionnelles du Parti libéral. À Washington, la réaction officielle a été plus compliquée que ne le suggèrent les déclarations publiques. Les républicains du Congrès des États frontaliers et des districts avec une exposition commerciale canadienne significative ont discrètement fait pression sur la Maison-Blanche
pour qu'elle accorde l'exemption ALENA et UM en mars, parce que les électeurs exprimaient de sérieuses préoccupations concernant la hausse des coûts et les perturbations d'approvisionnement. Mais l'administration fait face à un défi de message. Reconnaître que la stratégie tarifaire n'a pas atteint ses objectifs visés, s'après le récit commercial America First plus large. Nous opérons donc dans une situation inhabituelle, où plus de 85% du commerce Canada-États-Unis est fonctionnellement exempt de tarifs dans le cadre de l'exemption, mais la rhétorique politique reste conflictuelle, et le Canada continue de construire une infrastructure commerciale alternative quoi qu'il arrive. En regardant vers l'avenir à moyen terme, le scénario présente des défis pour la politique commerciale américaine. L'accord ALENA et UM fait l'objet d'un examen obligatoire en juillet 2026, maintenant dans seulement 6 mois. Le président Trump l'a déjà caractérisé comme transitionnel et a suggéré qu'il pourrait avoir rempli son objectif. Si les États-Unis poussent pour une renégociation substantielle ou envisagent un retrait, Carney a clairement indiqué que le Canada ne négociera pas à partir d'une position de désespoir économique. Ils auront développé des alternatives. Et c'est l'élément sophistiqué de la stratégie de 500 milliards de dollars. Il ne s'agit pas de rompre les liens avec l'Amérique. Il s'agit de s'assurer que le Canada ne soit plus jamais confronté à un choix entre survie économique et souveraineté politique nationale. C'est une leçon que les alliés américains en Europe, en Asie et ailleurs observent avec un intérêt considérable. Alors laissez-moi récapituler les 3 points les plus critiques de mon analyse. Premièrement, l'approche tarifaire de l'administration Trump envers le Canada a créé des conséquences involontaires, donnant à Mark Carney le capital politique et le soutien public pour mettre en œuvre une stratégie d'indépendance économique de 500 milliards de dollars qui aurait fait face à une opposition significative dans des circonstances normales. Deuxièmement, le Canada ne gère pas seulement la perturbation commerciale de manière défensive. Il l'utilise comme catalyseur pour construire des relations commerciales alternatives permanentes avec l'Asie, l'Europe et d'autres régions, réduisant systématiquement la dépendance à long terme au marché américain de 75% à potentiellement moins de 60% des exportations. Troisièmement, le démantèlement progressif de l'intégration économique nord-américaine crée des coûts mesurables pour les travailleurs américains, les producteurs agricoles et les fabricants qui dépendent depuis des décennies d'un commerce canadien fluide. Et ces impacts économiques apparaissent déjà dans les rapports de résultats, les données d'exportation et les dynamiques politiques dans les États compétitifs.